Salut, c'est Alex et bienvenue sur le podcast Chinois Tips. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Foulep qui vient nous partager son expérience en tant qu'enseignant FLE en Chine. Alors, FLE, ça veut dire français, langue étrangère. Donc c'est un épisode qui intéressera tout particulièrement les personnes qui prévoient de partir en Chine pour y enseigner les langues, en particulier la langue française. On va voir dans cet épisode tous les avantages que confère le titre de professeur FLE en Chine. Jérémy va notamment nous parler des études qu'il a suivies. Il nous détaillera également son parcours et pourquoi il a choisi d'enseigner le français à l'Alliance française de Chengdu en Chine. On parlera également des différentes institutions qui accueillent les enseignants FLE, de comment faire pour les intégrer et de à quoi t'attendre si toi aussi tu prévois d'aller enseigner la langue française en Chine. En fin d'épisode, Jérémy nous partagera ses conseils pour rapidement apprendre une nouvelle langue et de comment il se sert de ces autres langues qu'il a apprises pour progresser plus facilement en chinois. Mais avant d'écouter mon entretien avec Jérémy, si toi aussi tu as comme projet d'aller travailler en Chine, j'ai écrit un guide complet pour t'aider dans tes démarches. J'y partage notamment les meilleurs sites d'emploi, des conseils pour trouver rapidement un poste, ainsi que toutes les démarches pour décrocher un visa de travail. Tu peux retrouver le guide à l'adresse chinoistips.com/job. J-O-B. Voilà, tout de suite, voici mon entretien avec Jérémy. Bienvenue Jérémy sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais en Chine ? Salut Alex, très content de faire partie de ton podcast aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Jérémy Foulep, j'ai 25 ans et je suis vidéaste depuis environ 10 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur internet. Ça date. Et je suis blogueur aussi depuis pas très longtemps. J'ai ouvert mon site internet cette année. Et ça fait à peu près 4 mois que j'habite en Chine. Voilà, pour la présenter. Qu'est-ce que tu fais précisément en Chine ? En Chine, en fait, j'ai été accepté comme stagiaire en tant que professeur de FLE. Ça se dit comme ça, en fait, on dit FLE. Donc FLE, ça veut dire français langue étrangère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se dit FLE, et moi j'étais le premier à le dire au tout début, mais en fait, on va prononcer les 3 lettres ensemble, et donc ça se dit FLE. On peut faire la petite blague de Johnny Hallyday, allumer le FLE pour retenir. Ça aide pas mal. Justement, parle-moi un peu plus de ce métier, parce que la première fois que tu m'as dit que tu étais un prof de FLE, moi aussi j'ai pas compris. Donc c'est quoi exactement un professeur FLE ou FLE ? En fait, il y a beaucoup de distinctions de profs de français qu'on peut faire. Je pense que le prof de FLE, c'est peut-être le plus répandu dans le monde. En fait, quand on dit un prof de FLE, c'est que c'est un prof en fait qui enseigne à des apprenants, donc des élèves étrangers. Mais nous les Français, on connaît bien les profs, tu vois, qu'on a eu au collège ou au lycée. Un prof classique, quoi. On appelle ça un prof de FLM. Ça porte un nom. En linguistique, FLM, ça veut dire français langue maternelle, tu vois. Donc c'est ceux qui enseignent le français à des Français qui ont pour langue maternelle le français. Donc la petite distinction, en fait, il faut faire plusieurs distinctions. FLE, ce serait pour des apprenants, quelle que soit leur nationalité. Tu peux très bien enseigner à des sinophones, donc des Chinois comme je suis ici, voilà, en Chine. Tu peux enseigner avec des Allemands, des russophones, des Italiens, voilà. Là, tu serais un prof de FLE si tu enseignes à ce genre de personnes. Si tu es un prof de français classique en France, donc tu es prof de collège-lycée, tu seras prof de FLM, français langue maternelle. Et tu auras des apprenants, des élèves qui seront français, quoi, qui auront pour langue maternelle le français. Après, il y a une distinction. Il y a à mi-chemin entre les deux, on peut appeler ça un prof de FLS aussi. Ça existe, hein. FLS, ça veut dire français langue seconde. En fait, français langue seconde, c'est par exemple si tu enseignes, tu vois, en Afrique, ça ne sera pas du FLE parce que ça sera des territoires où le français est la langue officielle. Par exemple, si tu prends, je vais dire au hasard, le Sénégal, tu vois, là-bas, le français est la langue officielle. Donc, on va dire que c'est des apprenants qui savent parler français, tu vois, qui ont un petit niveau de français, mais c'est pas leur langue maternelle. Leur langue maternelle, ça va être par exemple le Wolof. Donc, toi, tu vas essayer de leur inculquer un certain niveau académique en français. Mais t'es pas pour autant un prof de FLE ni un prof de FLM. T'es vraiment entre les deux, quoi. Quand on arrive en Chine la première fois, c'est assez facile pour les étrangers, en particulier les Français, de trouver un poste de professeur de langue, donc professeur d'anglais ou professeur de français. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en Chine la première fois, j'ai trouvé un boulot de professeur de français, tu sais, un petit boulot le week-end. C'est quoi la différence entre toi et moi, tu vois ? Parce que moi, je suis arrivé avec 0 expérience, j'avais jamais enseigné de ma vie le français. Toi, la différence avec moi, c'est quoi quand toi, tu arrives avec ton titre de professeur FLE ?
La différence, en fait, il y en a pas mal. Parce que moi, figure-toi, j'ai été dans la même situation que toi. Avant d'étudier le FLE, comme ça, et d'en faire mon métier, enfin, profession, j'ai commencé comme ça. C'est quand j'ai été en Erasmus en Allemagne. J'ai été embauché parce qu'en Allemagne, il y avait besoin de profs de français. C'est quand même un métier on en a besoin de beaucoup, quoi. Si on se retrouve à l'étranger, il y a vraiment de fortes chances qu'on puisse faire ce boulot. En tout cas, il y a la possibilité de faire ce boulot sans pour autant avoir de qualification là-dedans. On peut avoir absolument zéro expérience en tant que prof de français. On peut quand même se retrouver prof de français. C'est très fréquent. Et je me rappelle très bien en Allemagne, quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais pas du tout étudié et tout. Bon, je me suis débrouillé, j'ai fait mon truc et tout ça. Mais il me manquait vraiment le cadre théorique qui me permettait de donner des cours. Et quand t'as pas la formation prof de français, je sais pas, moi par exemple, j'étais trop en mode académique où je leur enseignais trop la grammaire, je faisais trop de la méthode grammaire-traduction, où je leur faisais traduire des phrases de l'allemand vers le français ou inversement. Et c'est pas que c'est pas utile en fait, mais eux, ils voulaient l'aspect beaucoup plus pragmatique. Vous voulez apprendre, voilà, te débrouiller, tu vois, tu vas à la boulangerie, comment prendre le pain à la boulangerie, enfin des trucs comme ça. Et on va dire que quand tu fais les études pour être vraiment prof de français, on t'apprend vraiment à rien négliger, que ce soit la compréhension orale, compréhension écrite, enfin il y a vraiment les 4 niveaux de compétences. Et ça, moi au début, même si j'avais étudié les langues, j'étais pas formé à bien préparer mon cours, que ce soit en compréhension écrite, production orale, etc. Donc voilà quoi, les études m'a servi à ce niveau-là. C'est vraiment pour faire des cours qui soient plus exhaustifs, plus professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que si tu veux être prof de français en général dans les institutions assez connues, genre Alliance française, comme je suis actuellement, en général, ils prennent que ceux qui ont une grande qualification. Ils prennent pas les personnes qui ont jamais enseigné ou ils prennent pas les touristes comme moi, quoi. C'est ça que tu veux dire? Y a des instituts après qui peuvent prendre des personnes sans qualification, mais voilà, en général il y a des instituts, il y a des offres d'emploi, voilà, faut arriver à avoir les deux et voilà. Mais après ça veut pas dire que si tu as zéro expérience, tu peux pas être prof en Alliance française, hein. Moi je connais, il y a un gars là qui était avec nous en Alliance française, tu vois, il avait rien à voir, il avait fait de l'informatique avant. Et il a pu quand même, en rattrapant, en ayant beaucoup d'expérience, alors il faudrait au moins 5 ans d'expérience pour arriver à faire tu vois, l'équivalent par rapport à quelqu'un qui a fait les études de ça, quoi. Mais c'est possible, il y a quand même des alternatives. Bon, après, c'est les critères de recrutement, quoi. Si tu veux un institut sérieux, un minimum de stabilité d'emploi, quand même obligé d'avoir un diplôme. Mais moi, je sais que par exemple, j'avais eu un ami qui avait étudié le chinois et qui était resté 4 ou 5 ans en Chine, et il avait fait des études de chinois, donc rien à voir avec le français. Et il a eu quand même à droite à gauche il lui fallait un peu d'argent en Chine pendant qu'il étudiait le chinois et il a commencé à être prof de français un peu à droite à gauche. Et en ayant eu pas mal d'expérience quand même, 2-3 ans, je sais plus, de prof de français, il est rentré en France et il a pu faire directement le Master 2. Et suite à ça, il est devenu prof de français en France. Donc tu vois, c'est un peu comme j'avais fait en Allemagne, ça lui a donné goût au boulot et ça lui a donné envie de faire les études master pour devenir prof ensuite. Donc toi, tu as passé le diplôme, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les études pour avoir ce diplôme? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai fait le cursus, je pense, le plus répandu pour être prof de FLE. J'ai fait moi ce qu'on appelle le master FLE. Je sais qu'il y a plusieurs spécialités en fonction des facs. Moi, ma fac, en tout cas, l'intitulé du master s'appelait didactique du français langue étrangère et langue seconde. Donc en fait, en soi, je suis prof de FLE, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si je voulais être prof en Afrique pour les Sénégalais, par exemple, tu vois, prof de FLS, ça serait possible. J'ai la qualification pour les deux. Ça se fait à partir de la licence après le bac ou c'est simplement un master? Ça veut dire qu'en gros, il faut que tu aies déjà fait une licence avant. En licence, il y a que de l'initiation. En fait, on peut accéder au master FLE, donc je peux parler un petit peu des licences qui permettent de faire le master FLE. En général, c'est tout ce qui est lié plus ou moins lié avec les langues. Moi, je sais que quand j'ai fait Master FLE, moi j'ai fait une licence LEA, donc anglais-allemand. Il y avait des gens qui avaient fait LLCE, donc c'est la filière voisine à LEA, donc ils avaient étudié qu'une seule langue. Mais là, ils avaient la littérature, tu vois, ils avaient vraiment, c'était plus poussé dans une seule langue. Il y en a qui avaient fait lettres modernes. Donc ça, lettres modernes, c'est pour faire le CAPES, pour être prof de l'éducation nationale, prof de FLM du coup. Et il y avait ceux aussi qui avaient fait licence de sciences du langage. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la filière peut-être la filière reine pour faire le Master FLE, parce que c'est la continuité même. Le Master FLE, en fait, c'est un Master sciences du langage.
Donc quand tu as fait la licence juste avant, ça t'aide vachement pour arriver à suivre les enseignements théoriques du master. Et comment dire. Et alors après, il y a pas vraiment, tu vois vraiment pas les enseignements FLE, tu les découvres en master, tu les vois pas vraiment en licence. Par contre, si tu as fait une licence LSCE, donc une seule langue que tu as étudiée, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou ce que tu veux, tu as en troisième année de licence une option qui te permet de découvrir un peu ce que c'est que le FLE. C'est une option FLE, enfin, je crois que c'est la seule filière qui t'initie un petit peu au FLE, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'initiation au FLE. En revanche, quand tu as fini la licence, tu peux faire un DU FLE, par contre, ça c'est possible. Un DU FLE, c'est un diplôme universitaire en FLE, donc c'est un truc, c'est si t'es pas sûr de vraiment te commit à 100% dans le master FLE, tu fais ce DU FLE et tu auras on va dire un master FLE allégé, qui te permettra de voir ce que c'est un petit peu, et plus tard, si ça te plaît, après, tu fais les études de FLE classiques, les 2 ans de master. Et est-ce que je peux faire un master FLE si j'ai pas fait de licence que tu viens de le lister? Par exemple, imagine, j'ai fait une licence informatique qui n'a rien à voir, tu vois. Et je me dis qu'en fait, ça me plaît pas, ou alors je suis en Chine, par exemple, et j'ai envie d'enseigner le français. Est-ce que je peux du coup réintégrer le master FLE avec ma licence informatique? Est-ce que c'est possible, par exemple? À mon avis, quand tu as fait des filières qui n'ont vraiment aucun rapport, que ce soit la biologie, je sais pas, l'informatique, des trucs comme ça, c'est compliqué parce que du coup, t'as pas vraiment de validation d'acquis, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je sais qu'il y a des filières, quand j'avais fait le Master FLE, il me semblait qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui avaient fait une filière qui avait rien à voir, ou le journalisme ou quelque chose comme ça. Mais il y avait quand même, tu vois, ils avaient quand même un certain niveau de français et un attrait pour tout ce qui est linguistique, enfin, il y avait quand même un certain lien avec le Master FLE en lui-même. Mais je pense que quand tu as fait un truc qui n'a rien à voir, genre la biologie ou quelque chose comme ça, tu es obligé de passer par le DU, tu vois. Tu peux faire le DU FLE, il n'y a pas de souci, si tu es motivé, etc. Mais je pense pas que tu puisses faire le master directement. À mon avis, c'est compliqué. Ouais. Ok. Pourquoi tu as choisi de venir enseigner le français en Chine? Parce que j'imagine que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as la capacité d'enseigner le français, tu peux choisir vraiment toutes les destinations dans le monde, quoi. Il y a vraiment tous les pays presque qui ont besoin de professeurs de français. Toi, pourquoi tu as choisi de venir enseigner en Chine et quels sont pour toi les avantages de venir enseigner en Chine? Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons pour répondre à ta question. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, quelque chose que j'ai constaté avec les années, c'est qu'en fait, moi, j'ai regardé tout au long de mes études en master, ou même peut-être un petit peu avant, quand je voulais déjà postuler, je regardais déjà les offres d'emploi. Et il y a un bon site pour ça. Tous les curieux, si vous n'avez pas fait le Master FLE, ou même ceux qui ont fait le Master FLE connaissent certainement, c'est un site qui s'appelle FLE.fr, tout simplement, tu vois. Et sur FLE.fr, tu as énormément d'offres d'emploi ou d'offres de stage, mais tous les jours, c'est mis à jour quotidiennement, et tu peux aller là-dedans et regarder les offres d'emploi. Et moi, ce que je constatais déjà à ce moment-là, ou même encore aujourd'hui, c'est la quantité d'offres d'emploi en Chine qui est impressionnante. En fait, tous les jours, on va dire, j'exagère peut-être un peu, mais il y a peut-être 2 autres d'offres d'emploi quotidiennes sur le site pour la Chine. Donc tout le monde sait que la Chine, c'est peut-être la destination au monde, ou peut-être le pays au monde où il y a le plus d'offres d'emploi pour le FLE. C'est assez dingue. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'emploi. Et en plus, il y a un énorme réseau, par exemple, d'alliances françaises. Il y a 17 alliances françaises en Chine, quand même. Donc c'est un énorme réseau, quoi. Il y a une demande qui est colossale. Est-ce que tu pourrais en Chine postuler aux universités? Oui, bien sûr. Là, en fait, dans les profs de FLE et alliances françaises, il y en a qui bossent à la fac aussi. Il y en a qui font les deux à la fois. Il y en a, ils sont plus à l'aise à la fac, ils doivent faire 1 an d'alliance française, donc ils enseignent le FLE en parallèle. Il y en a qui font la fac directement. Enfin, il y a des profils comme ça. Mais je pense que les profils qu'on prend à la fac, je crois à partir du Master 2, on peut déjà postuler à la fac, et en doctorat évidemment, il y a ces 2 profils-là. Mais oui, c'est tout à fait possible. J'ai pas mal de collègues là, en française qui bossent en même temps à la fac. Parce qu'en fait, le statut d'association en Chine n'existe pas. Donc toutes les alliances françaises sont rattachées à des universités. L'alliance française ici de Chengdu, la ville où je suis actuellement, elle est rattachée à Dianzekeda, c'est la fac d'électronique, de sciences, qui est juste à côté. Et donc les profs, eux, ils enseignent aussi le français en parallèle à l'université.
C'est payé combien en moyenne un enseignant FLE en Chine? Alors si tu as une fourchette à nous donner, évidemment. Je te pose cette question en fait parce que j'ai fait quelques petites recherches sur Google et je suis tombé sur cette phrase. Je vais te la lire, tu vas me dire ce que tu en penses. Vas-y. Il y a écrit: le nombre d'employeurs potentiels est important pour les professeurs de FLE en Chine, donc ça c'est ce que tu nous disais juste avant. Revers de la médaille, le statut est souvent précaire et les rémunérations sont généralement modestes. Alors ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Je voulais savoir ton avis sur la question. Ouais, ils ont pas tort. En fait, on dit souvent que le prof de FLE, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont réticents à faire ce métier, c'est qu'il y a un petit côté peut-être un peu précaire. Faut savoir que la rémunération en Chine, grosso modo, alors celle qui est à Chengdu, je la donne, hein, c'est quand tu as un prof, c'est environ 10 000 kuai. Ça fait, tu fais la conversion en euros, ça va faire peut-être 1 300 €, quelque chose comme ça. J'ai regardé, c'est à peu près partout pareil, dans les 10 000 kuai, à peu près 10 000 RMB. Mais après, alors ça, 10 000 kuai, c'est vraiment, tu fais tes heures de cours. C'est combien d'heures à peu près 10 000 kuai? En moyenne, après c'est variable, ça dépend des périodes. Là en été on est assez occupé, mais en moyenne normalement tu dois pas faire au-dessus de 25 heures. 25 heures c'est le maximum normalement. Voilà. Après il y a des réunions, il y a des trucs, hein, mais 10 000 comme je disais c'est le minimum parce que par exemple tu fais aussi passer les examens. T'es prof de FLE, tu peux être examinateur. Je suis aussi examinateur, j'ai eu le diplôme cette année. Et là, t'es payé en plus si tu fais passer les examens. Après, tu peux corriger les copies, ça te rapporte encore plus. Les cours, tu vois, quand tu gagnes 10 000, par exemple, c'est si tu fais que des cours intensifs de groupe. Mais si par exemple tu fais des cours enfants, t'es payé un peu plus. Si tu fais des cours de français sur objectifs spécifiques, par exemple ta spécialité, je sais pas, c'est la cuisine, t'enseignes le français culinaire, c'est payé un peu plus. Donc, ça dépend ce que tu fais, encore une fois. Mais grosso modo, le salaire moyen, c'est à peu près, voilà, en Chine, c'est 10 000 kuai. Et est-ce que tu as été démarché par des écoles privées? Parce que moi, ça m'arrive beaucoup en Chine. Tu sais, des écoles privées qui donnent souvent des cours aux enfants après l'école. Tu sais, en Chine, c'est en train d'exploser cette industrie. Il suffit de voir la pub dans la rue, quoi. Il y a des pubs partout pour les écoles, notamment les écoles de langue où ils ont besoin d'énormément de profs d'anglais, mais aussi profs de français. J'ai vu, il y a des personnes qui sont venues vers moi qui me disaient vous pouvez être prof de français ou d'anglais à tel ou tel endroit. On ne sait pas trop ce que ça vaut. Hein. On sait pas, tu vois, c'est pas carré, c'est pas comme Alliance française ou c'est pas un truc carré comme ça. On sait pas, voilà, on connaît pas trop comment ça marche. Mais ce que j'ai remarqué surtout, j'avoue, je connais pas, ça fait pas encore assez longtemps en Chine, donc je peux pas trop répondre de façon exhaustive à ta question. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, pour donner des cours d'anglais, j'ai vu que c'était bien payé, mais on prenait surtout les natifs. Ça, c'est un truc que j'ai vu. Hein. On prenait surtout les natifs d'Angleterre, ou d'ailleurs, si tu es français, par exemple, même si tu es White Gaussian, on va quand même chercher plutôt les anglophones ou les américains. C'est plutôt ce que j'ai remarqué, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type de travail pour toi? Ou plutôt une semaine type? Je ne sais pas si on pourrait dire une journée type de travail. À quoi ça ressemble une semaine type de travail pour un professeur FLE? Alors une semaine type de travail, j'avoue que ça fait pas très longtemps que je le fais en Chine, mais en gros comment ça se passe? On a encadré nous les profs par des responsables pédagogiques. Ce sont eux qui déterminent, vous allez avoir quel niveau, parce que ça marche par niveau en fait en FLE. Tu sais, je sais pas si tu es familier avec ça, niveau A1, A2, le cadre européen. Donc c'est quoi le niveau de tes élèves à peu près? En fait, ça dépend des moments, mais en gros j'ai tous les niveaux. On peut avoir du niveau total débutant, et des gens qui n'ont jamais parlé français, au plus avancé, donc ceux qui sont quasiment bilingues. Bon, j'ai pas encore eu les plus avancés, parce que voilà, faut faire par petites doses, on va pas mettre des très avancés dès le début, voilà. Mais mes élèves sont en général, j'ai plus entre A1 et B1, quoi, on va dire. Entre du total débutant à l'intermédiaire. Et ce que j'ai fait le plus, c'est le niveau intermédiaire. J'ai plus fait de B1, par exemple, que de A1. Là, j'ai commencé, j'avais jamais vraiment fait les débutants total, mais j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire tous les niveaux. Et alors comment ça se passe une journée type de travail? Donc le responsable pédagogique nous donne les niveaux, les classes, et on accède à une plateforme pour voir notre emploi du temps. Et à partir de là, en fait, on travaille en binôme. En général, quand c'est un niveau intermédiaire, c'est deux profs de français qui travaillent ensemble, et on indique sur la plateforme où on en est au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a fait, quelle grammaire on a fait, etc. Enfin, on a tout renseigné avec les présences, les absences, et à partir de là, on prépare le cours. Donc nous, en fait... Et pourquoi vous êtes deux profs?
On est toujours deux profs, c'est le côté un peu, voilà, ça change. En fait, moitié de la semaine, c'est un prof, moitié de la semaine, c'est l'autre prof. Pour le niveau avancé, c'est assez utile, par exemple, parce qu'on est en binôme avec un prof de chinois. Parce que tu sais, au niveau avancé, c'est des fois très très compliqué de leur expliquer les choses. Le prof de chinois, lui, qui les connaît un peu de chinois, des fois, il peut sortir des petits mots comme ça, donc ça peut aider. Et le prof de chinois, en général, est assez apprécié par les niveaux débutants, parce qu'il peut arriver à vraiment expliquer bien la grammaire, enfin les petites subtilités de langue. Tu vois. Il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer en grammaire, par exemple, que le chinois, il peut dire, voilà, ça c'est, tu mets le, quand tu mets le, c'est que c'est l'imparfait, quand tu enlèves le, c'est l'inverse, passé composé, machin, enfin tu vois. Il arrive à sortir des petites choses comme ça. Est-ce que dans le cours en lui-même, quand tu es en train d'enseigner, est-ce que tu as un assistant qui t'aide pour justement les traductions ? Pas du tout, il faut vraiment se débrouiller à 100%. Mais comment tu fais alors? Parce que par exemple, quand ils sont A1, donc A1 c'est vraiment le niveau tout débutant, quoi. Ils parlent pas un mot de français, les mecs, quand ils arrivent. Comment t'arrives à te faire comprendre sans assistant? C'est un peu ça le talent un peu de ce boulot, j'ai envie de dire. C'est qu'il faut être capable d'arriver à expliquer avec le peu de moyens qu'on a. Alors, faut arriver. Quelqu'un qui a jamais parlé français du tout. Le piège, en fait, ce qu'on doit surtout pas faire, c'est de traduire. Il faut pas traduire en anglais ou en chinois. Parfois vraiment, quand on a expliqué pendant longtemps et qu'on est hyper crevé parce qu'on a fait des gestes dans tous les sens et qu'ils comprennent toujours pas ce que ça veut dire, bon bah là, on va lâcher le mot en anglais, quoi. Sous réserve qu'ils connaissent l'anglais. En fait, normalement, c'est pas trop autorisé, mais ça peut arriver, voilà, quelques mots. Vraiment, on a expliqué dans tous les sens, on a fait des gestes, on a dessiné au tableau, tu vois, on a dessiné, on s'est donné pendant un quart d'heure, ils ont toujours pas compris le mot, bah là, on va peut-être lâcher le mot, voilà. Et mais en général, c'est quand même mieux de faire bon, en A1, quand on peut pas trop faire de périphrases, comme tu disais, parce qu'ils ont pas le vocabulaire et tout. Donc, ils peuvent pas comprendre à l'aide de périphrases. Normalement, c'est un peu l'objectif. À partir de A2, on peut déjà faire des périphrases. En A1, on va vraiment être dans les gestes, on va vraiment se transformer en bête de foire, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Et c'est quoi, c'est des enfants ou plutôt des adultes auxquels tu enseignes ? Plutôt des adultes. J'ai pas trop fait d'enfants, en fait. À part quand j'étais en Angleterre, j'ai fait assistant de français, donc c'était plus jeune. C'était un collège-lycée. Mais vraiment enfant, j'ai jamais fait. Mais il y a des cours, hein, il y a des enfants ici à l'Alliance française, c'est possible de donner des cours aux enfants. Mais il paraît que c'est hyper crevant. Ça demande une énergie. Ouais, bah moi j'ai fait ça. Ouais. J'ai enseigné aux enfants sans aucune expérience dans l'enseignement, Ouais. sans rien du tout. On m'a lâché dans une classe, tu vois, des niveaux A1, ils connaissaient rien du tout en français. Et on m'a dit, vas-y, enseigne le français. Wow. Donc, tu vois, moi je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs que tu viens de dire, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pas faire, donc utiliser l'anglais. Je parlais presque que en chinois. Je pense qu'ils ont rien appris de moi, les pauvres enfants chinois. Après, ça dépend vraiment. Mais dans la démarche qualité FLE, vraiment dans nos principes, normalement, le but c'est de pas du tout utiliser le chinois ou l'anglais. Enfin, on n'est pas du tout dans le côté grammaire-traduction, on n'est pas du tout dans la traduction en fait. Je dis pas que la traduction aide pas à apprendre une langue, moi je pense que c'est un outil qui est utile, mais nous on est à fond dans les apprenants, ils doivent comprendre par eux-mêmes, tu vois, ils sont vraiment dans l'approche actionnelle, c'est un peu notre façon de faire dans le FLE. Donc on est vraiment à l'encontre de tout ce qui est traduction et tout ça, quoi. Utilisation de Google Traduction, ça nous hérisse les poils, quoi, quand les élèves ils vont sur les dictionnaires tout le temps et tu vois. Ils peuvent nous demander, tu vois, on est là, monsieur, je sais pas comment on dit ça et tout ça. Bon, ils pourraient bien demander, mais des fois ils sont les yeux rivés sur le dictionnaire et c'est un peu dommage, quoi. Surtout que l'Alliance française, elle a une super réputation en Chine, parce que justement, ils te préparent aux examens, je crois. Oui, c'est ça. En particulier l'Alliance française, ils te préparent aux examens d'entrée aux universités. Et tu sais, t'as beaucoup de Chinois qui veulent préparer les concours. Je sais plus comment ça s'appelle, le concours français. Je crois que c'est DELF. Oui, exactement. Ça fait partie un peu de la démarche, hein. Le DELF, c'est de A1 à B2. Et le DALF, c'est les niveaux avancés, c'est C1, C2. Voilà. Et en général, voilà, comme tu l'as dit, hein, pour postuler dans les universités, tout dépend des filières. Des fois, on va te demander un niveau B1 pour partir en France, tu vois. Après, il y a on est en partenariat avec Campus France, on fait les entretiens à Campus France en plus. Et par exemple, je sais pas moi, l'élève chinois, il veut intégrer une université prestigieuse, Paris Diderot, quelque chose comme ça, il devra attester d'un niveau C1 au DALF. Donc nous, on les prépare à ça. C'est un peu notre boulot aussi, quoi. Et c'est assez intensif. Est-ce que tu conseillerais la Chine à quelqu'un qui était comme toi il y a 5 mois, c'est-à-dire, peut-être il vient d'être diplômé du FLE, il ne sait pas encore exactement quelle destination choisir. Est-ce que tu lui conseillerais la Chine à cette personne et pourquoi ? Alors moi, je peux que conseiller la Chine. Hein. Parce que moi, fait pas longtemps que j'y suis, mais moi j'ai tout de suite aimé et je continue à aimer. Et je découvre de plus en plus de choses.
Moi, je peux quoi conseiller. Après, ouais, je sais que ça dépend des personnes. Moi, je pense que c'est difficile en fait d'aimer moyennement la Chine. Je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Enfin, je sais pas si tu as vu des gens qui sont mitigés, mais moi j'ai vu des personnes qui ont été en Chine qui disaient moi c'est pas mon truc. Là, ici par exemple à Chengdu, la nourriture épicée j'aime pas. La culture c'est pas trop leur truc non plus. Enfin, voilà. Moi je sais que j'aime tout. De base déjà j'étais attiré par ça. Je savais que niveau nourriture, ça allait plutôt être mon truc. Je savais que les paysages, j'allais les trouver magnifiques. J'étais déjà attiré par la langue chinoise aussi. Il y a déjà beaucoup de choses qui m'attiraient déjà avant d'être sur place. Et une fois que j'étais sur place, j'ai pas été surpris, quoi. Tout était en adéquation avec mes expectations. Je sais pas si ça se dit, expectations. Toi, comment t'as fait pour te renseigner avant? Comment t'as fait pour trouver l'Alliance française? Comment t'as fait pour postuler? Est-ce que tu as des sites comme ça à recommander ou des ressources pour les gens qui, comme toi, voudraient partir en Chine enseigner le français? Comme je l'ai dit tout à l'heure, fleu.fr, c'est le must, hein. C'est le site incontournable. Si vous voulez postuler dans n'importe quel... Enfin, fleu.fr, c'est vraiment le meilleur pour les offres d'emploi, hein. Tout est centralisé là-dessus, vous avez vraiment toutes les infos dont vous avez besoin. Que ça soit le stage, parce que moi j'ai postulé, les 2 stages que j'ai fait un premier stage en Master 1, et là c'est mon 2e stage en Master 2. Les 2 stages que j'ai fait, je les ai trouvés sur ce site. Puis là, l'offre d'emploi, parce que là j'ai postulé aussi ici. Et pareil aussi, j'ai fait à Montpellier, la ville où je viens, j'ai quand même été dans 3 écoles de FLE différentes. C'était toujours via ce site. Et à chaque fois, c'était le descriptif où vous pouvez vraiment trier les offres d'emploi qui vous intéressent. Moi, cette Alliance française en Chine, j'ai choisi ce stage parce que le descriptif correspondait parfaitement à ce que j'ai fait comme spécialité de master. Et puis vous avez la Chine, comme je t'ai dit, c'est là où il y a le plus d'offres d'emploi pour la Chine. Donc carrément, si je devais conseiller une ressource pour se renseigner ou pour bien chercher un emploi, ce serait fleu.fr, sans hésiter. D'accord. Ok. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Je te propose d'ouvrir une petite parenthèse sur Chengdu, parce que c'est assez bizarre de choisir Chengdu comme première ville. Toi, pourquoi tu as choisi cette ville et pourquoi tu n'as pas pris les classiques Shanghai ou Pékin? Je regardais beaucoup un peu les offres d'emploi qu'il y avait, pas que la Chine, hein. Bien sûr, j'ai regardé les autres opportunités. Vous avez des opportunités dans le monde entier, hein, que ce soit le Canada, l'Australie, Pays-Bas, enfin voilà. Mais par exemple, je sais que déjà je regardais aussi le Canada, parce que j'étais déjà allé au Canada en 2015 en gagnant un concours. Donc le Canada était quand même potentiellement un pays qui m'intéressait. Et moi, je faisais aussi la différence sur le descriptif de l'offre d'emploi ou du stage en lui-même. Et le plus intéressant que j'ai pu trouver, c'était quand je regardais les offres d'emploi en Chine, je trouvais vraiment que ça faisait très sérieux, que ça faisait très pro, etc. Enfin, je le sentais bien, quoi. Dans le descriptif, tout était bien détaillé, ça faisait pro. Et Chengdu, pourquoi Chengdu? En fait, j'ai entendu parler de cette ville, je pense que c'est vers 2016. J'ai dû entendre parler de Chengdu la première fois. Déjà parce que la ville d'où je viens, c'est Montpellier, et c'est jumelé à Chengdu. Déjà, il y a un partenariat culturel entre les 2 villes. Donc ça m'arrivait, par exemple, en tant qu'étudiant, j'allais au Resto U de la fac d'économie d'où je viens, et puis ça m'arrivait de voir des Chinois, des Chinoises, et puis à chaque fois, je commençais à leur parler un petit peu pour la curiosité, pour la culture, tout ça. Quand je commençais à leur parler, je leur demandais « vous venez de quelle ville ?» C'était systématiquement Chengdu. Donc ça a un petit peu attiré ma curiosité. Après, je recommençais à leur parler. Qu'est-ce que vous aimez comme nourriture? On aime le hot pot, on aime les baozi, on aime machin. Et puis moi, tout de suite, j'ai fait des recherches, ça me donnait trop envie. J'aimais en plus la nourriture épicée. Après, j'ai entendu parler des pandas, j'ai entendu parler de plein de choses. Et puis, moi, j'ai eu 2 expériences différentes. J'ai été en Allemagne, dans une petite ville, vraiment une petite ville étudiante, vraiment très pépère, ça s'appelle Heidelberg. Et puis un peu après, 1 an et demi plus tard, je me suis retrouvé à Londres, la capitale, tu vois, la grosse capitale où tu prends le métro pendant 1 heure, etc. Et en comparant les 2, je me suis dit, Londres, j'ai aimé, il y a plein de choses à faire, mais c'est trop grand. Et Heidelberg, j'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai plus référé par rapport à Londres, c'était un peu petit. Et il faut trouver le juste milieu entre les 2. Et je me suis dit, Chengdu, c'est pas non plus Shanghai. C'est pas non plus, c'est une très grande ville, mais c'est pas aussi grand que Pékin, Shanghai, tu vois. C'est vraiment un petit peu entre les 2. C'est la grande ville de campagnarde, tu vois. Bon, bien sûr, on est dans le cliché, mais je pense que vous m'avez compris. Et je pense que c'est tout ça qui m'a attiré par rapport à ça. Et après, oui, j'ai connu des amis qui m'ont parlé de la ville.
Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Chengdu. Du coup, je te propose qu'on termine l'interview sur ton expérience dans l'apprentissage des langues. Toi, il me semble que tu as appris plusieurs langues, tu as essayé plusieurs fois d'apprendre des langues asiatiques. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton expérience? Déjà, combien de langues tu parles et quel niveau tu as à peu près dans chaque langue? Ouais. Alors, français, bien sûr, je pense que vous avez compris. Anglais. Alors, anglais, je pense que j'ai toujours eu un bon niveau en anglais et je me suis perfectionné surtout à partir de l'année dernière. Parce que j'ai passé un an en anglais, enfin un an, plutôt 10 mois à Londres, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de l'oral, avoir un meilleur accent, vraiment être plus à l'aise encore à l'oral. Déjà que j'étais plutôt à l'aise à l'oral, parce que j'ai pas mal d'échanges linguistiques, mais voilà, je me suis perfectionné jusqu'à atteindre quasiment C2. Alors après, est-ce qu'on peut dire que je suis C2? Je sais pas. Ce C2, c'est vraiment, selon moi, après, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est souvent un niveau très académique. Quand on parle de C2, on est en mode, tu rédiges des essais, enfin, c'est un niveau que peu de gens ont, je pense, au niveau C2. Donc, mais en tout cas, un niveau courant, vraiment, j'ai aucun problème avec l'anglais. Enfin, tous les jours, j'écoute de l'anglais, je comprends, je peux parler. Je lis des livres en anglais, c'est ce que j'ai le plus qu'en français même. C'est un peu mon... Voilà, ça me fait, si je vois de l'anglais, ça me fait comme le français, quoi. Ni plus, pas vraiment de différence. L'allemand, j'avais un niveau C2 à la fin de mon séjour Erasmus. Je pense que j'ai plus trop l'habitude de parler allemand. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, je suis plus tellement à un niveau C1, C2. J'étais C2 à l'époque. À la fin d'Erasmus, j'ai fait un test. Maintenant, peut-être que je suis plus dans les B2 parce que je le pratique plus trop. Voilà. Je croise plus beaucoup de germanophones. En Chine, encore moins. Et quand j'en croise, souvent, ils parlent très bien français, anglais. Donc, du coup, c'est compliqué aussi de parler longtemps en allemand avec eux. Mais j'ai gardé, je pense, voilà. Et même quand je leur parle, ça revient très, très vite. Donc, voilà. Dans ces deux langues, on va dire que je suis quasiment bilingue, anglais et allemand. Après, maintenant, ça va être le chinois, parce que maintenant, je m'y remets assez sérieusement. Et puis j'avais fait dans les autres en fait toutes les langues asiatiques, j'avais une grosse curiosité pour ces langues-là. Donc que ça soit le chinois, le coréen ou le japonais, j'avais grosso modo un niveau A1 dans ces trois langues. Enfin maintenant c'est sûr, j'ai niveau A1 en chinois. Et japonais, j'avais fait un défi sur ma chaîne YouTube. Et coréen, j'avais commencé, c'était ma première langue asiatique. Je l'avais commencé quand j'avais 18 ans, j'étais assez fan de culture coréenne, notamment grâce à eSport. Et aussi la K-pop, tout ça, c'était pas mal mon truc. Et néerlandais aussi, j'avais quelques bases, parce que néerlandais, c'est aussi très proche de l'allemand. Donc je m'y étais mis, et puis j'avais beaucoup aimé. Ah oui, et le russe, bien sûr. Le russe, j'avais fait un défi sur ma chaîne aussi. Voilà, il y avait beaucoup de troisième langue que j'avais commencé. Mais maintenant, j'en suis sûr, c'est le chinois, et je me dédie à fond dans... Donc le chinois, pour l'instant, c'est la langue sur laquelle tu travailles le plus en ce moment, voilà, c'est ça? Voilà, c'est logique, étant en Chine, j'ai envie de me mettre à fond dans le chinois. Et d'ailleurs, faudrait que je te remercie, parce que tu as pas mal contribué à mes progrès en chinois, notamment grâce à tes méthodes. Je t'ai plus ou moins connu parce que j'avais fait un article sur mon site aussi, sur un défi que j'avais commencé en chinois. Donc j'avais suivi tes conseils par rapport à Anki pour l'utilisation de l'application. Et j'ai eu l'occasion de suivre tes formations aussi, notamment pour la prononciation et l'écriture des caractères. Et je dois dire, déjà super bon conseil, super bien expliqué. J'en ai tout simplement pas raté une miette, quoi. J'applique vraiment à la lettre tes conseils. Pour les caractères, j'ai même imprimé le tableau qui m'a bien été utile. Pour la prononciation, avec toutes les combinaisons possibles, avec les finales, les initiales, ça a été super utile. Et voilà, j'ai pas tout à fait fini tes formations, mais ouais, c'est pour moi. Si vous hésitez à prendre une formation, je peux que vous conseiller, en tout cas. Merci Alex pour ça, c'était super. c'est gentil, c'est gentil. Que de compliments. J'ai une petite question pour toi. Quand quelqu'un me dit j'apprends le chinois, la question que je pose, c'est pas quel est ton niveau, mais c'est quelle est ta routine. Moi, je suis un peu un fanatique des routines d'études. Je voulais savoir, toi qui as appris tant de langues étrangères, qu'est-ce que tu penses des routines et surtout, est-ce que tu en as une et si tu en as une, quelle est-elle? Ouais, c'est super important d'avoir des routines, mais je pense que l'apprentissage d'une langue, c'est un peu, je sais pas moi, comme quand on veut se mettre au sport. Déjà, ce qui compte, c'est la régularité. Je pense que c'est beaucoup plus efficace d'en faire un petit peu tous les jours que de faire une fois tous les mois de façon hyper intensive. Enfin, je pense que voilà, là je donne des conseils qui sont très bateaux. Je pense que beaucoup de gens ont entendu ça, mais c'est un peu la vérité. Et souvent on se dit, même si c'est 5 minutes, on se dit ouais, c'est rien, c'est pas assez, je vais pas progresser avec 5 minutes. Alors que 5 minutes par jour peuvent déjà faire une énorme différence. C'est pour ça que là, on parlait d'Enki tout à l'heure, qui est une super application pour apprendre chinois ou japonais, donc les langues asiatiques, avec les caractères, quoi.
avec un système différent des langues européennes, enfin un système d'écriture. Mais moi, quand j'apprenais l'allemand ou même l'anglais, ou même j'avais regardé en français comment ça marchait, voire même le russe, enfin n'importe quelle langue, j'aimais bien tous les jours réviser un peu de vocabulaire. Et pour pas faire le côté un peu chiant, pas ludique, d'avoir une liste de vocabulaire et de la répéter en mode rébarbatif, j'aimais bien utiliser des applications mobiles pour ça. Je sais qu'il en existe beaucoup pour le vocabulaire. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais pas tellement fan d'utiliser, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'applications pour apprendre les langues comme Memrise ou j'oublie un peu les noms, Duolingo, enfin, il y a beaucoup d'applications comme ça. Mais pour moi, quand on fait ce genre d'appli, évidemment, on peut apprendre un petit peu, mais moi, j'aime toujours aller au-delà. Et j'aime aussi pouvoir mettre mes propres mots dedans, utiliser plein de ressources et centraliser ça dans une application. J'aime bien. Donc, c'est ça qui est bien avec Anki ou même Mosalingua. Notre application que j'avais utilisée pendant très longtemps, c'était Mosalingua. Et c'est un peu le même principe, c'est réviser du vocabulaire tous les jours. Peu importe le moment de la journée, que ce soit. En général, le matin, c'est quand même plus efficace. Vous vous levez au réveil, vous faites vos petits déj tranquille, devant vos petits déj, vous révisez 5-10 minutes de vocabulaire. En 5-10 minutes, on peut déjà réviser pas mal de vocabulaire. On peut réviser déjà une bonne centaine de mots. Et sur le coup, on peut se dire, on ne sait pas si c'est efficace, mais franchement, avec le temps, on voit les progrès, quoi. Au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tous les mots que j'ai appris, puis on les retient, quoi. C'est limite magique, quoi. Ça marche super bien. Donc voilà, dans ma routine, ce qui est sûr, c'est au niveau du vocabulaire, ça a été toujours ça, voire même la grammaire, parce que du coup, on peut aussi mettre nos propres phrases dans ce genre d'application, et on arrive à un petit peu à ancrer les structures grammaticales dans notre tête. Ça, c'est pas négligeable non plus. Tiens, justement, ça tombe bien que tu parles de grammaire. Une petite parenthèse, c'est comment tu apprends la grammaire grâce à ce genre d'application, en particulier avec Anki ou n'importe quelle autre application de vocabulaire, puisque c'est des applications à la base qui sont faites pour apprendre les mots et apprendre les mots un peu de cette façon individuelle, c'est-à-dire pas vraiment dans un contexte, à la limite dans une phrase, mais ça va pas plus loin. Toi, ça m'intéresse de savoir, comme tu as appris pas mal de langues, comment est-ce que tu t'y prends pour la grammaire et surtout quel genre d'application tu utilises pour apprendre la grammaire? Ouais. Alors, ça dépend des applis. Effectivement, si tu prends par exemple Anki, on a vu que c'était exclusivement réservé au vocabulaire. Par contre, si tu prends des applis comme Mosalingua, c'est vraiment complet. Les développeurs, ils s'acharnent vraiment pour faire le plus complet possible. Donc, vous avez le système dont on parlait tout à l'heure, le système SRS, système de répétition espacée, donc il fait répéter tous les jours, toutes les semaines, etc. Mais c'est pas le seul module dans ce genre d'application. Il y a aussi des modules de grammaire qui font des petites explications, mais toujours en contexte. Par exemple, si vous êtes en plein milieu d'une révision, là vous révisez vos mots de vocabulaire, d'un coup, vous aurez un bouton, vous appuyez dessus, et là vous aurez la théorie grammaticale qui s'affiche. Et comme on aura vu ce mot en contexte aussi, avec la prononciation, tout ça, on a juste à avoir le point de grammaire, et on comprend assez bien. Après, moi je suis pas trop fan pour apprendre la grammaire. Je sais qu'il y a beaucoup de théories, mais je pense qu'il faut pas laisser la théorie de côté, mais je pense que c'est bien aussi d'arriver à s'imprégner des constructions grammaticales. Je pense que c'est ça aussi qui est efficace. Moi, j'ai utilisé pas mal de choses pour la grammaire dans les langues en général. Je sais que j'étais même passé par, je sais pas si tu connais la méthode Assimil, et je l'ai utilisé en anglais pour me perfectionner en grammaire. Je l'ai utilisé aussi en allemand et même en néerlandais un petit peu. Alors les méthodes, c'est ce que j'aimais bien avec ça, c'est que moi, étant un petit peu geek, c'est que c'était une application desktop pour Mac ou PC que vous installez directement, donc qui est payante. Elle doit être, c'est pas donné, c'est avec une quarantaine d'euros. Mais bon, quand on est passionné de langue, des fois on est curieux. Et j'avais installé ça, et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait vraiment, il y avait une vraie progression, quoi. Tu passais vraiment de niveau, tu connais rien à la langue, niveau A1, et tu arrivais B2, quoi. C'est cette progression-là que j'ai bien aimé. Et il y avait des dialogues, en fait, des dialogues numériques. On s'imprégnait du dialogue, et puis vous aviez plusieurs étapes comme ça. Vous pouviez remplir les trous, par exemple des exercices à trous, pour le vocabulaire, et puis les points grammaticaux dont on parlait tout à l'heure. Ça, pour la grammaire, ça a bien été utile, l'e-méthode, parce qu'on pouvait vraiment voir la grammaire dans le dialogue, en contexte, et après on avait les petits points de grammaire qui s'affichaient. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce truc-là, mais je me rappelle que c'était assez bien fichu pour apprendre les langues européennes.
Même le néerlandais, j'avais commencé à l'apprendre avec ça. Je trouvais, waouh, en une semaine, j'avais l'impression déjà que j'étais A2 en néerlandais. Bon, après, c'est vrai que j'avais des bases d'allemand, mais voilà. Et après, ma méthode, mon autre méthode, mais ça, c'est un peu plus personnel pour apprendre la grammaire, c'est que moi, en fait, quand j'ai des phrases, bon, ça, c'est un peu plus universitaire comme méthode, mais je me rappelle qu'en allemand, j'apprenais la grammaire, on avait un UE qui s'appelait thème grammatical. Parce qu'en fait, je partais de la phrase française, il y avait la traduction en allemand, et moi, j'utilisais juste mon clavier et je réécrivais la phrase jusqu'à que je la sache. Et quand je faisais une faute, je mettais en rouge, puis j'écrivais. Donc j'essayais de faciliter la mémoire visuelle pour m'imprégner de la construction grammaticale. Enfin, c'est ce que je faisais beaucoup. Et même en chinois, en écrivant les caractères, je sais que ça peut être très, très pratique ça, pour retenir un peu les structures, les choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu ma méthode pour la grammaire. Ok, bah c'est intéressant parce que moi c'est un problème, c'est une question que je me suis très souvent posée, donc c'est toujours intéressant de comparer les points de vue, voir, ah t'as fait comment toi, vas-y explique-moi, et tu vois après tu peux tester, ça peut t'inspirer, tu peux avoir des nouvelles idées, etc. Bien sûr, mais je pense que la grammaire, il ne faut pas vraiment le voir comme un truc un peu trop théorique ou trop scientifique. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent en chinois, il n'y a pas de grammaire. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Il y a une grammaire, elle est juste différente des langues européennes. Et du coup, il y a des gens qui se disent, ouais, non, mais il n'y a même pas besoin d'apprendre, il n'y a pas de grammaire, t'inquiète pas. Ouais, non, mais non. C'est pas du tout pareil. Comme tu disais aussi dans tes formations, il me semblait que tu disais que le chinois était difficile au début et plus on avançait, plus c'était facile. C'est ça ? Ouais, t'en penses quoi toi ? Est-ce que tu ressens cette différence ? Est-ce que tu ressens le fait que ça soit très facile au début, que tu puisses déjà faire tes premières phrases en chinois dès le début, alors que par exemple, je sais pas, en allemand, je dis peut-être une bêtise parce que en allemand je suis une catastrophe, mais il me semble que c'est assez compliqué au début. Faut apprendre pas mal de conjugaisons, les déclinaisons, tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase, toi, que le chinois est facile au début et qu'après ça devient de plus en plus dur ? Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que ton point de vue, par exemple, c'était de dire que le chinois était difficile au début et de plus en plus facile, mais ma prof particulière disait l'inverse. Elle disait que, il me semble, je sais plus, enfin, en tout cas, j'ai eu des différents échos. Moi, d'après moi, mon avis, en tout cas pour l'allemand, si je dois prendre l'exemple de l'allemand, moi, j'avais beaucoup de mal en allemand au tout début, je me rappelle, que ce soit la grammaire ou même retenir les mots. Les mots étaient totalement différents du français, quoi. Et on dit que ça ressemble à l'anglais parce que c'est germanophone, mais... Enfin, c'est une langue germanique, je veux dire, mais pas du tout. C'est vraiment très éloigné de ces langues-là. Donc moi, j'avais pas mal de mal avec l'allemand, et surtout la grammaire. La grammaire, il m'a fallu du temps avant de comprendre comment ça marchait, mais j'ai vraiment pas baissé les bras. Et c'est vraiment quand je suis arrivé un peu à la fac que j'ai vraiment commencé à aimer ça. Et en fait, après, c'est un engrenage. C'est plus on comprend, plus on aime ça. Et après, la grammaire en allemand, pour moi, c'était un jeu et j'adorais ça. Alors qu'au début, quand j'étais au collège, non, même au lycée, la prof me faisait des phrases en allemand, elle me dit c'est datif, c'est accusatif, tout ça, je comprenais rien et c'était une vraie torture. C'était comme des maths, quand on comprend rien, c'est horrible. Mais quand on comprend tout, on comprend de plus en plus, c'est des mini récompenses petit à petit et on prend de plus en plus de plaisir dans l'apprentissage. Et le chinois, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là maintenant que j'ai commencé. En fait, les deux difficultés, là je suis complètement d'accord avec toi. Comme tu le disais, l'information, je pense que c'était sur l'audio, enfin sur la prononciation que tu disais ça, tu dis que la difficulté c'est dans la prononciation en particulier des tons et des caractères. Et moi je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est les deux trucs les plus durs. C'est d'arriver parce que si tu prononces le chinois mais que les tons sont pas respectés, on va pas du tout comprendre. Et les caractères, pour arriver à lire, effectivement, il faut arriver à s'entraîner à les lire, quoi. Donc c'est les deux trucs un peu difficile. Par contre, j'ai pas du tout eu la sensation que la grammaire était compliquée. Je pense que ma prof, par exemple, dit que le chinois, c'est un peu comme un puzzle. Faut mettre les mots un peu au bon endroit. Faut être un peu à l'aise avec ça. Tu mets ton sujet, tu mets ton adverbe à tel endroit et tout, et puis hop. Et après, tu peux déplacer de place. Enfin voilà, et puis même avec les caractères, parce que un caractère, tu places un caractère après un autre, et hop, ça fait un autre truc. Enfin, c'est un peu ludique, quoi. Finalement, c'est un peu comme un jeu, le chinois. Faut vraiment prendre ça comme un jeu et voilà. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore des Lego pour les caractères, parce que c'est un peu comme jouer à des Lego, quoi. Tu les branches entre eux, ça te fait des nouveaux caractères. Moi, ce que j'ai remarqué aussi avec les personnes en fait qui bloquent sur l'apprentissage des langues, souvent c'est parce que ils veulent tout comprendre tout de suite, ce qui est impossible en fait. Le jeu, c'est pas d'arriver à tout comprendre tout de suite. Le jeu, même si tu comprends 5% ou 10%, c'est déjà pas mal. Hein. En soi, c'est déjà pas mal.
Et si par exemple quelqu'un veut regarder un film dans une langue étrangère, en chinois, voilà, moi si je devais regarder un film en chinois, là, je ne comprendrais pas grand-chose, mais si déjà j'arrivais à comprendre 5 et 10%, je serais déjà super content. Ça veut dire que je ne suis pas au stade zéro, j'ai déjà fait des progrès. Donc c'est un peu ça le but, c'est d'arriver à progresser avec le temps et petit à petit on comprend de plus en plus. Mais les personnes veulent toujours regarder un petit peu dans leur langue maternelle plutôt que consommer du contenu dans la langue cible. Je pense que quand ils ont toujours cette frustration de ne pas comprendre l'intégralité du message ou quelque chose comme ça, et c'est un peu dommage, je pense. Le jeu, justement, c'est de ne pas tout comprendre ou de faire des erreurs. Même chose avec des erreurs, hein. Quand les Français font des erreurs, ils se disent « Ah, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est chiant. » Mais en fin de compte, le jeu, c'est de faire des erreurs. Plus on fait des erreurs, plus on s'amuse. J'avais un pote qui disait ça, il disait en allemand, même qu'il était excellent, il était déjà C1, mais il disait je fais des erreurs et ça m'amuse. Il disait comme ça. Et c'est une mentalité qui se cultive, parce que moi, j'ai toujours été assez ultra perfectionniste, et en allemand, je voulais jamais faire de faute de grammaire et tout, et je m'énervais quand je faisais une faute. Et maintenant, j'ai vraiment cultivé ce non-problème de faire des fautes. Au début, pour moi, c'était un problème. Non, c'est plus du tout un problème. Quand je fais une faute, c'est pas grave. Ton accent est pas parfait, c'est pas grave. Tu fais des fautes, des grammaires, tout ça. Mais tu t'amuses, quoi. Tu parles et tu te fais comprendre. Déjà, c'est déjà un bon point, quoi, de se faire comprendre. C'est déjà l'objectif numéro 1. Mais c'est pas une pensée que j'avais tout de suite. C'est à force de pratique. C'est pour ça que plus on apprend de langue, plus ça devient facile après. C'est que on développe c'est très psychologique, l'apprentissage des langues, hein. Moi, je me rends compte que mes élèves, même en alliance française avec le français, c'est purement dans leur tête, hein, les problèmes. Hein. Parce que s'ils n'avaient pas ces problèmes-là, ou s'ils arrêtaient un peu de s'auto-flageller pour certaines choses, ils feraient des progrès spectaculaires, hein, j'en suis sûr. Bah écoute, très beau mot de la fin, Jérémy. Je te remercie énormément pour ton temps. Pour finir, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets et où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en savoir plus sur toi ? Ouais, au niveau des futurs projets, j'en ai pas mal, hein. Donc, alors pour me suivre, il y a 2 adresses principales. Première adresse, c'est mon site internet, mon nom et prénom.com, donc jeremyfulep.com. Et deuxième adresse, c'est ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos, c'est Follow Jérémy. Voilà, donc tout attaché. D'ailleurs, tu as fait une vidéo sur Jiangtou récemment, il me semble. Ouais, j'ai fait une vidéo pas très loin de Chengdu, ça s'appelle Le Shan, la montagne, Le Shan de Meishan. J'ai fait un vlog d'une 10aine de minutes. Voilà, c'est la première vidéo parce que j'étais assez occupé depuis que j'étais en Chine. Pour l'instant, c'était la première vidéo, mais voilà, je compte continuer les vlogs, les vlogs de voyage plutôt en Chine ou dans d'autres pays asiatiques. Et aussi, sur mon apprentissage du chinois, je vais pas tarder à faire des vidéos bilan mon apprentissage ou même des méthodes que j'ai utilisées, que ça soit tes méthodes à toi ou bien ce que j'ai pu voir, voilà, donner des petits bilans là-dessus. Après, j'ai d'autres projets un peu plus personnels sur ma chaîne. Voilà, grosso modo, c'est comme ça. Ok. Bah, je mettrai tous les liens pour aller voir ta chaîne, aller voir ton site dans la description du podcast. Voilà. J'invite tout le monde à aller voir les vidéos de Jérémy qui sont assez marrantes d'ailleurs. Ouais, alors il y a toujours un peu d'humour dans mes vidéos. C'est jamais en mode, même si on a été assez sérieux dans ce podcast, il y a toujours un petit côté léger. J'essaie toujours d'apporter ça, voilà, de l'humour et de la légèreté. Et je sais que mes défis, que ce soit en russe, en japonais, souvent des gens qui connaissaient pas du tout les langues d'ailleurs, ils disaient ah ouais, mais en fait ça peut être marrant d'apprendre les langues, on peut s'amuser, on peut déconner, enfin peu importe. Donc c'est un peu ce que j'essaie à travers ma chaîne YouTube, c'est quand même de donner envie aux gens d'apprendre les langues et montrer que ça peut être un jeu en fin de compte. Je devrais peut-être créer un slogan là-dessus et tout le monde dit apprendre les langues en s'amusant, mais peut-être voilà, un slogan un peu plus original, on va dire. Bah, merci beaucoup pour ton temps et puis allez voir la chaîne de Jérémy pour l'apprentissage des langues. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que tu as pu en tirer de bons conseils si toi aussi tu prévois de partir enseigner le français en Chine. Pour rappel, si tu as comme projet d'aller travailler en Chine, j'ai également écrit un guide complet pour t'aider dans ta démarche. Dans ce guide, tu pourras notamment y trouver des sites d'emploi, les sites que moi j'ai personnellement utilisés quand j'étais à la recherche d'un job en Chine. Tu y trouveras également des conseils pour préparer tes entretiens d'embauche et surtout le plus important, comment faire pour décrocher un visa de travail. Voilà, tu peux retrouver le guide complet à l'adresse chinoistips.com/job, donc job ça s'écrit J-O-B. Également, si tu as aimé cet épisode et que tu veux supporter le podcast, ça m'aiderait énormément que tu me laisses une évaluation sur iTunes. C'est vraiment ça qui permettra au podcast de se développer. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.